Bien. Alors, que dire de plus ici? Ah oui, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est la palette page. Menu fenêtre, page. Bon, il y a d'autres moyens de le faire apparaître, bien sûr. Vous avez vu que déjà ici, en standard, il y a la possibilité de faire apparaître la palette page en cliquant là. C'est une des palettes les plus importantes de InDesign, qui permet de naviguer dans le document. Alors, nous avons modifié les marges de cette page. Mais en fait, c'est uniquement les marges de cette page, la une, qui ont été modifiées. Si j'ajoute maintenant d'autres pages, il est possible qu'elle n'ait pas des marges sur le bord. Mais on va le faire, on va ajouter des nouvelles pages dans le document. Vous voyez que la première page est actuellement celle sur laquelle je travaille. Elle est en surbrillance ici, bleue. Alors, vous avez un menu sur chaque palette. On y a accès par en haut à droite. Et dans le menu de la palette page, vous avez insérer des pages. Donc ce que je vous montre là, il y a plein d'autres manières de le faire. On peut aussi faire du clic droit et avoir des menus qui apparaissent. Il y a plein de manières d'utiliser les logiciels Adobe. J'utilise généralement les manières les plus visuelles. J'utilise très peu de raccourcis clavier dans les formations comme ça. Ça permet visuellement de se souvenir où les choses se trouvent. Donc, menu de la palette page, insérer des pages. Et alors, je vais ici choisir d'insérer 3 pages. 3 pages où? Ça va être après la page 1. Vous voyez qu'on a aussi la possibilité de la mettre avant. Et insérer des pages, on peut aussi le faire manuellement en déplaçant dans la palette des pages type. Bon, il y a plein de manières de faire. Donc ici, insérer des pages, 3 pages après la page 1, OK. Et voilà, vous avez 3 pages supplémentaires qui sont apparues. N'hésitez pas à modifier la dimension de la palette page par sa petite case en bas à droite pour faire tout apparaître. Parce que je vois trop souvent des gens qui perdent beaucoup de temps à faire défiler comme ça les pages dans la palette. C'est pas génial. Il vaut mieux faire une grande palette des pages et bien voir la totalité du document. Ou en tout cas une bonne partie du document s'il s'agit d'un document long. Alors les vignettes, il y a possibilité de les mettre côte à côte plutôt que de les mettre verticales comme ça. Il y a possibilité de les faire plus grandes. C'est des choses qu'on verra plus tard. Les palettes, il y a possibilité de les détacher pour les faire flottantes en les prenant par les onglets. Je conseille de faire ça. Un petit cliquer-glisser sur l'onglet de la palette, on peut le déplacer et la mettre où on veut. Si on a plusieurs écrans, et maintenant tous les ordinateurs permettent de brancher au moins un deuxième écran, on peut évidemment mettre les palettes sur un deuxième écran. Bon, ici c'est pas le cas, mais c'est une bonne manière de faire. On peut même sur les ordinateurs brancher une tablette qui va servir de deuxième écran. Si vous avez une tablette, bon, ça marche aussi avec un smartphone, mais c'est petit un smartphone, donc ça n'a pas grand intérêt, mais une tablette qui sert de deuxième écran, c'est possible grâce à notamment ce petit logiciel. Sur le Mac, bon sur le PC ce sera différent, mais sur le Mac c'est ce petit logiciel qui permet de brancher une tablette qui va servir de deuxième écran. Donc on la branche en USB et le signal vidéo est transféré par l'USB. C'est parfois un peu lent, c'est moins bien que d'avoir un vrai deuxième écran connecté, mais c'est portable. Vous pouvez donc vous installer n'importe où avec votre tablette connectée à votre portable et avoir 2 écrans. Bien. Puisqu'on n'a qu'un seul écran, les palettes vont très vite nous ennuyer. Elles vont occuper beaucoup de place sur l'écran. Donc il faut connaître la solution proposée par Adobe et qui fonctionne dans tous les logiciels Adobe. C'est la touche tabulation. Si vous enfoncez brièvement la touche tabulation, vous avez toutes les palettes qui partent et vous pouvez travailler comme ça. On réenfonce la touche tabulation, elles reviennent. Si vous faites majuscule tabulation,
Je ne parle pas de verrouillage majuscule, je parle de majuscule, donc tabulation. Vous avez uniquement les palettes de droite qui disparaissent, ou qui réapparaissent, avec majuscule tabulation. Alors, si vous passez d'une page à l'autre, vous allez voir que les marges sont revenues à 12,7 mm. Parce qu'en fait, la modification qu'on a faite, et là je suis en train de double-cliquer sur les pages dans la palette de pages pour passer d'une page à l'autre, la modification qu'on a faite n'est que sur la page qui était sélectionnée dans la palette de pages. Maintenant qu'on a plusieurs pages, si on veut que toutes les pages, la 2, la 3, la 4, aient également des marges à 0. Bon, on aurait pu le faire au moment où on crée le document, mais on ne l'a pas fait. Mais il est possible de le faire encore maintenant. Il y a plusieurs solutions. On peut activer les pages avec la touche majuscule et modifier d'un coup les paramètres de ces 3 pages. Mais on peut aussi aller modifier le gabarit. Donc je double-clique sur A gabarit. Et le gabarit, c'est quoi? Ben, c'est un modèle de page qui s'applique sur les pages du document. Dans les magazines, on a plusieurs gabarits complexes qui s'appliquent chacun sur une portion du magazine, bien sûr. On a le gabarit pour la rubrique jardinage qui va formater la rubrique jardinage, lui donner des couleurs vertes. On a le gabarit pour l'horoscope, on a le gabarit pour... On a plein de gabarits dans les magazines. Et alors je vous dis déjà que pour les longs documents complexes comme des magazines, on va faire plusieurs documents InDesign en fait, qui vont être... on ne va pas faire tout dans le même document InDesign, ça va être plusieurs documents InDesign qui vont être réunis, qui vont avoir en commun des styles. Donc c'est ce qu'on appelle le système du livre dans InDesign. Quand on a plusieurs documents InDesign qui servent à faire un plus gros document, c'est ce qu'on appelle un livre. D'ailleurs, dans Fichier nouveau, vous voyez qu'il y a possibilité de faire un livre. C'est donc un système qui va réunir plusieurs documents InDesign qui existent déjà. Ça fait partie de la formation avancée, les livres InDesign. Bien, donc là je suis en train de travailler sur le gabarit. Le piège, c'est de cliquer simplement. Et en fait, vous êtes resté sur les pages du document. Par exemple, là, je double-clique sur la page 1. Je suis sur la page 1. Si je regarde en bas à gauche de la fenêtre, on m'indique page 1. Si je clique une fois simplement sur le gabarit, je suis toujours sur la page 1. C'est indiqué en bas à gauche, 1. Il faut vraiment double-cliquer sur le gabarit pour entrer dedans. Voilà. Et alors, le gabarit, comme vous voyez, d'office, le gabarit A, il est appliqué sur les pages du document. Donc, c'est la situation initiale. Dans un nouveau document InDesign, on a un gabarit qui s'appelle A et qui est appliqué sur les pages du document. C'est pour ça qu'on a la lettre A. Ah oui, donc il nous a pas copié ce qu'on avait choisi au départ. Mais là, on fait... Ce qu'on a choisi au départ, les marges, oui. Elles ont été faites uniquement sur la page qui était sélectionnée. Mais moi, j'ai mal compris. Hein. Tout est... Oui, il faut vraiment double-cliquer sur la page 1 pour aller dedans. Et voilà. C'est le piège. Hein. Mais il y a plein de pièges dans InDesign. Mais enfin, quand on a compris comment ça marche. Donc là, je redouble-clique sur gabarit A. Et je vais dans page, marge et colonne. Alors, voyons un peu si je mets les marges à 5 mm. Ici, dans le gabarit. OK. Donc, vous voyez, j'ai des marges qui sont beaucoup plus proches du bord de la page. Forcément, 5 au lieu de 12,7. Si je vais voir maintenant sur mes pages du document, la première page est toujours à 0 et les autres sont à 5. Ah ben oui, parce qu'en fait la première page on a fait une modification manuelle sur la page et on ne peut plus modifier par le gabarit. C'est ça le principe. Les modifications qu'on fait manuellement sur les pages ne peuvent plus être modifiées par le gabarit. Donc les marges ne peuvent plus être télécommandées par le gabarit. C'est le principe. Le gabarit s'applique et télécommande en quelque sorte les pages, sauf ce qu'on a modifié spécifiquement sur les pages, forcément. Mais bon, il y a possibilité de réappliquer.
L'idéal, oui, c'est de penser à modifier les choses par le gabarit. Donc je ne l'ai pas fait expressément pour vous montrer comment ça fonctionne, mais évidemment, si je veux modifier les marges sur toutes les pages de la même manière, je dois le faire dans le gabarit, c'est mieux. Oui, oui. C'est en fait la page maître, en fait, hein, la master page. Voilà. Ok. Bon, ben, je vais mettre les marges de la page 1 à 5 mm aussi. Hein. Je double-clique sur la page 1. En bas à gauche, on m'indique bien que je suis en train de travailler sur la page 1. Je vais dans page, marge et colonne. Je vais les mettre à 5. Ok, 5. Donc là, j'ai toutes les pages avec des marges à 5 mm. Bien. Mais en dehors du gabarit, si par exemple, je ne sais pas, on a 10 pages et on a fait le gabarit sur les 10 pages, mais... Oui, oui, vous pouvez faire en sorte qu'une des pages ait une valeur différente des autres, bien entendu. Oui, 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 oui. Bon, il faut voir si c'est juste une page comme ça, si oui. Ça ne vaut pas la peine de faire un gabarit rien que pour elle. Oui, c'est ça. Voilà. Alors voilà, ici j'ai remis les marges à 0 sur la première page. Dans le gabarit, j'ai également mis les marges à 0. Voilà, comme ça j'ai les marges à 0 partout. Alors je ne vais pas compliquer les choses ici, c'est déjà assez compliqué comme ça. Ça peut devenir assez vite compliqué les explications dans InDesign si on veut aller vraiment au fond des choses et comprendre comment ça fonctionne, mais je vais y aller par vagues successives. Donc on a parlé un peu de la palette de pages là, on va parler d'autres choses maintenant. Donc ça va peut-être donner l'impression qu'on passe d'un sujet à l'autre, mais ce sera moins lourd, ce sera plus varié. Ce sera plus agréable. Parce que, bon, il ne faut pas oublier que la technique, c'est bien, mais le but, c'est quand même de faire des documents et qui, au niveau de la mise en page, en jettent, qui ont l'air professionnels. Et la technique est là à notre service. On n'est pas obligé de tout connaître. Tant qu'on connaît suffisamment pour faire des choses valables, c'est ce qui compte. Hein. Alors après, quand on a des problèmes, on peut aller sur Google, taper la question, pour voir, hein, pour avoir une réponse à son problème. On peut aller dans les forums, poser des questions. Déjà, aller voir dans les forums. Le fait de googler votre problème va vous amener vers des forums d'utilisateurs InDesign avec les réponses posées dans les forums. Contacter quelqu'un qui connaît déjà InDesign et qui va pouvoir vous aider. Donc c'est vrai qu'il faut, en cas de problème, il ne faut pas rester bêtement coincé. Il faut vraiment... faire ce qu'il faut pour trouver la réponse, parce que des problèmes, vous allez forcément en avoir, des choses que vous n'allez pas comprendre, forcément, c'est un peu un travail d'orfèvrerie, une mise en page. Hein. Comparé à Photoshop, où quand on travaille sur une image, on attaque globalement les pixels, on n'est pas en train de travailler pixel par pixel, ça c'était il y a 20 ans dans les logiciels de dessin sur ordinateur, mais maintenant, dans Photoshop, on attaque globalement les pixels et on a moins de problèmes. Mais ici, vraiment, c'est plein de petits détails et on peut avoir des choses qui surviennent, on ne comprend pas pourquoi. Donc, il faut faire appel à l'équipe. Ok. Alors, ce que je vous propose ici, c'est de passer à la manipulation des images. On va aller chercher des images sur le web et on va les placer dans le document. Comme ça, vous allez voir comment on manipule les images dans InDesign. Ça a l'air d'être bête à dire, mais c'est pas si simple que ça de mettre une image et d'arriver à comprendre tout ce qui se passe. Donc, on va aller sur le web dans un logiciel comme Firefox ou Chrome ou autre. Et je vais utiliser Google et je vais aller chercher des images. Par exemple, vous prenez ce que vous voulez, mais moi je vais aller chercher des écureuils par exemple. Je tape en anglais parce que sur le web c'est évidemment principalement de l'anglais. Alors, j'ai envie de trouver des images que j'ai le droit d'utiliser et personne ne va pouvoir venir réclamer des droits d'auteur dessus. Donc je vais chercher des images, ce qu'on appelle des images libres de droit, ou encore mieux des images du domaine public, où il n'y a vraiment plus aucun droit dessus. Il y a deux manières de faire dans Google.
Je vais utiliser cette manière-ci. Je vais taper public domaine entre guillemets, avec cette orthographe-là, et entre guillemets, donc, ce qui devrait normalement m'amener des images libres de droit du domaine public. Je vais pouvoir les utiliser dans des publications, même des publications commerciales qui me rapportent de l'argent, je vais pouvoir les utiliser. Toutes les images de Wikipédia, par exemple, sont du domaine public. Si ça se trouve sur Wikipédia, c'est forcément utilisable par vous dans des publications. Bien entendu, c'est toujours mieux quand on fait les photos soi-même. Elles sont plus originales, mais on n'a pas toujours le choix. Il y a des images avec une qualité de pixels, une définition tout à fait valable, en fait. Oui, oui. Il suffit de faire ce qu'il faut pour les trouver. Alors, je passe dans la partie images. Alors, bien sûr, entre le fait de faire la photo soi-même et le fait d'aller la chercher sur le web dans le domaine public, il y a l'intermédiaire, c'est-à-dire les banques d'images, où vous payez un abonnement et vous avez droit, un abonnement ou pas d'ailleurs, vous pouvez aussi acheter image par image. Et en fonction donc de la taille de l'image, la taille à laquelle vous allez l'utiliser, la zone géographique, le nombre d'exemplaires, vous allez payer un certain prix. Donc le prix en général n'est pas fixe pour chaque image, ça dépend de l'utilisation. Vous avez aussi avec la Creative Suite Adobe des images gratuites régulièrement, puisque Adobe a racheté récemment Photolia, la banque d'images Photolia. Donc vous avez régulièrement une dizaine d'images par mois qui sont gratuites, offertes gratuitement, et plein d'autres images que vous pouvez acheter chez Photolia. Les images gratuites d'Adobe, elles viennent par le gestionnaire d'applications et vous êtes mis au courant aussi par mail. Voilà. Et vous connectez à Photolia avec votre identifiant Adobe. À titre personnel, je ne les utilise pas trop, mais c'est une possibilité. Donc, je suis dans la partie images de Google et je vais demander d'afficher les définitions, donc outils de recherche, taille, non, excusez-moi, outils de recherche, plus d'outils, afficher les tailles. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on voit là? En général, on me répond, on voit la résolution. Eh bien, absolument pas. On voit la définition. Donc, ça, c'est une chose qui est assez difficile à comprendre. Il y a même des gens qui sont diplômés en infographie et qui, au bout de 3 ans d'études, n'ont toujours pas compris la différence entre la définition et la résolution. Et donc, résultat, quand ils font des publications, parfois, c'est nickel sur l'ordinateur, mais quand ils sortent ça chez l'imprimeur, ça devient flou. Et on se demande pourquoi. Donc, c'est bien la définition des images qu'on voit ici, c'est-à-dire la qualité, le nombre de pixels qui composent l'image. Le nombre de pixels qui composent l'image. Qu'est-ce que c'est la résolution? J'en parlerai après. Mais ceci, c'est donc la définition. Bon, par exemple, ici, vous avez une image qui vient de Wikipédia. 2848 sur 2136. Ce qui nous fait, quand je multiplie, ben, ça fait à peu près 6 millions de pixels dans l'image. C'est donc ce qu'on appelle une image 6 mégapixels. Si vous voulez comparer ça avec votre appareil photo, qui est peut-être 14 mégapixels, 20 mégapixels, vous voyez à peu près qu'ici, il y a 6 millions de pixels, puisque, oui, 6 mégapixels. Maintenant, ça n'est pas le critère unique, bien sûr, de la qualité d'une image. On peut très bien avoir une image qui aura moins de pixels que ça, mais qui sera de meilleure qualité parce que l'objectif sera meilleur, l'appareil photo qui a pris l'image sera meilleur, les conditions d'éclairage, la mise au point. Donc ça ne veut pas dire j'arrête de voir une image avec beaucoup de pixels. Ok. Alors, vous allez demander de ne voir que des images avec beaucoup de pixels, donc taille grande. Bon, on peut aussi préciser. Taille supérieure à. Et là, vous retrouvez ce dont je vous parlais en fait. Les mégapixels. Voilà, je vais demander taille supérieure à 4 mégapixels.
Il y a pas mal d'images du domaine public qui, si on les retravaille un peu dans Photoshop, deviennent vraiment très très bonnes en fait. Au niveau de la couleur, c'est pas toujours génial quand on les voit là, mais si on les retravaille un peu dans Photoshop, ça peut devenir très très valable. Et on peut donner très rapidement un côté professionnel en jouant un peu sur les courbes de luminosité dans Photoshop, neutraliser les gris, enfin des techniques de correction rapide sur les images. Bon, ben vous voyez que normalement, ils vous montrent plus que des images de minimum 4 mégapixels. Bon, là je vais enfoncer la touche CTRL et cliquer sur différentes images. Je vais en prendre, on va en prendre 3 pour commencer par exemple. Donc le fait de faire CTRL-clic m'ouvre des onglets. Bien. Alors dans chacun de ces onglets, je vais cliquer sur afficher l'image pour vraiment voir l'image en haute résolution. Alors parfois ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, laissez tomber. Ici pour la formation, vous retournez sur la page des résultats et vous faites un nouveau CTRL-clic sur une autre image. Oui, parfois ça vous ramène vers un site et ça devient un peu compliqué pour trouver l'image. Bien. Donc voilà, quand je zoome dans le navigateur en cliquant, on voit que les images sont quand même de qualité. Mais bon, celle-ci pas. Par exemple, celle-ci, clairement il y a des problèmes dans cette image-là. D'ailleurs, je ne vais pas la prendre finalement, je vais en prendre une autre. Il y a des images qui ont été agrandies, l'utilisateur a multiplié les pixels et puis a mis ça sur le web. Et forcément, la qualité n'est pas extraordinaire. Celle-ci, ça a l'air d'être du lourd. Hein. 5000 pixels sur 3000 quand même. Ah oui, ça c'est donc c'est du 20 mégapixels en fait. Non, vous voyez, ça répond à la question. Hein. Il y a des images de qualité et gratuites, domaine public sur le web. Et elles sont encore meilleures si on les retravaille, c'est ce que je vous ai dit. Si on les retravaille dans Photoshop. D'ailleurs, on va coupler Photoshop avec InDesign pour travailler en même temps les images dans Photoshop et dans InDesign en parallèle. C'est vraiment la meilleure manière de faire. Bien. Alors, on va enregistrer les images sur le disque dur. On va les enregistrer à côté du document InDesign. De cette manière, si on transfère le dossier vers un autre ordinateur, le InDesign retrouvera les images. Si les images sont juste à côté. Si je commence à mettre les images dans un dossier qui est séparé de mon dossier qui contient mes documents InDesign, il n'est pas certain que InDesign va retrouver les images tout seul. Il faudra que je lui indique où elles se trouvent. C'est logique. Hein. Oui, parce que forcément, le nom de l'ordinateur déjà va changer. Le chemin vers les images ne sera pas le même. Alors, je fais un clic droit. Est-ce que vous voyez l'option enregistrer une image sous ? Ne supprimez pas évidemment l'extension du fichier. Donc bien sûr, il n'y a pas de miracle, ce sont des fichiers JPEG. Et un fichier JPEG, c'est pas l'idéal. Si vous photographiez vous-même, vous devez régler votre appareil pour qu'il photographie en RAW, évidemment. Sauf si vous êtes journaliste et vous photographiez en JPEG parce que ça vous permet de faire plein de photos rapidement et de les envoyer rapidement à la rédaction. Mais si c'est des photos plus sérieuses, on fait du RAW. Donc on capture, on fait des gros fichiers avec plein de détails dedans. Pour faire de la retouche, ce sera beaucoup mieux. Le JPEG, c'est un format final de sortie. On dit c'est pas un format de travail, c'est un format final. Mais ça n'empêche qu'on peut retravailler quand même encore du JPEG dans Photoshop. C'est pas l'idéal, mais ça marche. Voilà, donc on a les images sur le disque dur.
Alors ici, dans mon dossier, je vais faire un classement par liste. Je vous conseille absolument de trouver aussi des méthodes de travail pour trouver rapidement vos fichiers. Et pour moi, l'affichage par liste, c'est ce qu'il y a de mieux, plutôt que d'afficher par icône. On peut passer à l'affichage par icône de temps en temps, quand c'est nécessaire. Ça permet, avec le petit curseur ici en bas à droite sur le Mac, d'avoir des grandes icônes, par exemple, et de voir les images en détail quand même. Mais l'affichage par liste, c'est ce qu'il y a de mieux à mon avis. Et donc voilà les images. Bon, je pourrais les renommer, je ne vais pas le faire ici, mais ça pourrait être renommé. Bon, on a quand même des images qui commencent par des chiffres et ça c'est pas génial. Ouais, je vais quand même renommer. Alors. Ok. Alors celui-là, je vais faire plus petit le nom. Ok. Vous avez bien renommé. Si vous avez renommé en conservant l'extension. Pour InDesign, même sur le Mac, l'extension est importante. En général, sur le Mac, les extensions ne sont pas importantes, mais pour InDesign, c'est important qu'elles soient là.